Merci à toutes et à tous d'être branchés sur ce webinaire, sur ce sujet qui est la préparation de la sortie de crise. Surtout que maintenant, on ne sait pas qu'on a une date, mais on a au moins une perspective depuis lundi avec cette date du 11 mai. On ne sait pas ce que ça représente exactement. Je vais introduire le sujet, puis on va se présenter, et ensuite on plantera le sujet et Dominique Assouline interviendra la majorité du webinaire à propos de ce sujet de supply chain. Pourquoi ce sujet aujourd'hui? C'est qu'on s'est dit avec Dominique que la crise était naturellement une crise sanitaire d'abord, une crise sociale en plus, et je pense qu'on n'en a pas vu le début du commencement. C'est aussi une crise économique et financière qui se profile devant nous. Et en tout cas, c'est une crise aussi opérationnelle, et parce que c'est la première fois que l'activité est à ce point-là mise à l'arrêt et avec tous les enjeux tous les enjeux lourds de détricotage pour remettre la machine en marche. Or, on sait que la supply chain, il y a deux points importants pour qu'une supply chain fonctionne bien. C'est d'une part la prévisibilité de l'activité et deuxièmement la confiance qu'il y a entre tous les acteurs. Et là, vous verrez qu'on peut parler des acteurs au sens large, très en amont et très en aval. L'objectif de ce webinaire, il est triple. Il est premièrement de partager la nature problématique de cette crise en termes d'opération et si vous sortez de ce webinaire en ayant partagé avec nous le fait que la nature des problèmes que nous avons rencontrés, c'est déjà gagné. Le deuxième point, c'est Dominique qui s'en chargera, c'est de parler beaucoup d'éléments de rappeler les concepts de supply chain et de voir en quoi, de donner des pistes de réflexion sur la façon de préparer la sortie de crise pour que vous puissiez sortir avec quelques pistes de travail éventuellement. Et ensuite, on verra comment on peut profiter du temps qui est devant nous. Alors, on dit jusqu'au 11 mai, mais probablement bien au-delà, comment on peut améliorer la situation et déjà profiter du temps pour peut-être travailler sur des sujets de fond auxquels on n'a jamais le temps de réfléchir. Je vais laisser Dominique se présenter et puis je me présenterai ensuite. Dominique. D'accord, Florent. Alors écoutez, rebonjour. Merci beaucoup pour avoir participé à ce webinaire sur le Lean Supply Chain. Donc moi, je m'appelle Dominique Assouline, je suis manager de transition. Je remercie EIM qui m'a donné l'opportunité d'exprimer, je dirais, les idées que l'on va dérouler au fur et à mesure de ce webinaire. Je suis un spécialiste de la supply chain. J'ai exercé des fonctions de direction générale, de direction des opérations. Et par ailleurs, en complément, je suis intervenant dans de nombreux MBA, ce qui me donne l'occasion, l'opportunité, à la fois d'échanger, de recueillir des idées et puis de rendre les choses encore plus simples, parce que quand c'est simple, c'est plus compréhensible pour tout un chacun. Florent, je t'en prie. Okay. Oui, et moi, je suis associé du cabinet EIM, leader européen du management de transition. On intervient beaucoup chez nos clients pour des sujets, soit des projets, soit des sujets de gestion, parfois de crise, et c'est le cas. Et donc, il nous a semblé intéressant de pouvoir aborder ce sujet de gestion de crise comme un des leviers d'amélioration de la situation à relativement court terme. On va passer directement sur le fond du problème. Donc, pourquoi on est arrivé sur ce sujet? C'est que, comme on l'a dit, on est arrivé dans une situation inédite d'arrêt de l'activité complet, ou en tout cas, peut-être pas complet, mais dans beaucoup de pans de l'économie, et tous ces pans étant interconnectés, ça crée une problématique assez lourde qu'on va qualifier dans un premier temps. Alors, tout d'abord, vous avez tous vu les rayons de supermarchés vides. On a beaucoup parlé du papier toilette, on a beaucoup parlé de quelques produits comme ça, de la farine et tout qui était en manque. On ne va pas en reparler comme ça, mais on va juste se dire que ça crée un effet d'accordéon
gigantesques. Et là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, mais ça crée un phénomène d'accordéon parce que qu'est-ce qui se passe? Une fois que tout est déstocké dans les rayons, les particuliers stockent chez eux. Ensuite, on réassortit les rayons après avoir demandé aux fournisseurs, enfin aux producteurs d'accélérer leur production. Donc, les producteurs ont accéléré, ça va regarnir les rayons, mais au bout d'un certain temps, le stock chez les particuliers est plein et on n'achète plus rien. Donc, on voit tout de suite l'effet d'accordéon où finalement, maintenant, les rayons sont regarnis et puis les producteurs qui ont commencé à accélérer stockent chez eux et c'est pas leur métier de stocker chez eux. Donc, ça crée déjà une première désorganisation. Un autre élément, c'est les parcs de voitures. On sait que les voitures ont été, les dealers automobiles ont été fermés, donc toutes les voitures se sont entassées. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui n'ont pas leur voiture, mais surtout des constructeurs qui ont beaucoup de voitures. On sait qu'il va y avoir un effet d'accordéon gigantesque et que, par exemple, la reprise dans le domaine de l'automobile ne pourra pas se faire tout de suite, ne serait-ce que parce que les parcs sont pleins et tant que les parcs ne se sont pas vidés vers chez les particuliers, ça ne sert à rien de produire de nouvelles voitures. Et quand on parle de ça, ça a de l'impact naturellement sur les produits constructeurs automobiles, mais aussi sur leurs fournisseurs. On voit que c'est un phénomène, on est typiquement dans le phénomène de l'embouteillage. Donc l'embouteillage, on sait gérer, on sait que ça fait un accordéon. Il y a des industries où c'est un petit peu plus compliqué. Dans le pétrole, par exemple, c'est intéressant de voir que donc le pétrole, c'est un flux continu. L'idée de fermer le robinet des pipes, fermer le robinet des plateformes d'extraction est une vue de l'esprit. On ne ferme pas un robinet d'une plateforme d'exploration, de production. Donc, le pétrole ne cesse d'arriver. Or, il n'y a plus de voitures qui tournent, il n'y a plus de bateaux qui tournent. Donc, le pétrole, la demande a chuté, donc les stocks se remplissent. Et aujourd'hui, les stocks des pétroliers, les stocks des producteurs de pétrole sont pleins, les stocks des intermédiaires, des raffineurs sont pleins. Plus personne n'utilise de pétrole. À tel point que on dit que je crois que 90% des stocks sont quasiment pleins. Ils ont commencé à utiliser tous les stocks intermédiaires qui étaient les tankers. Donc les tankers aujourd'hui stockent du pétrole, alors c'est pas leur métier, c'est pas leur fonction, et à tel point que le fret aujourd'hui le prix du fret a été multiplié par 4 puisque c'est un stock intermédiaire. On est même tombé dans une situation ubuesque où le pétrole qui vaut aujourd'hui à peu près $20 le baril est vendu en fait en prix négatif, puisque, comme le donnait une des brèves qui est en dessous, les producteurs payent leurs clients aujourd'hui pour ne pas avoir à stocker leurs barils. Donc, on est dans un phénomène complètement ubuesque et jamais vu où le pétrole est stocké complètement. Et si jamais ça ne reprend pas bientôt, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire du pétrole futur. Certes, on peut réguler le flux, mais on ne peut pas l'arrêter. Il faut penser à toutes les industries aussi qui sont des industries en flux continu. Par exemple, l'industrie verrière qui ne peut pas arrêter un four, donc qui doit être en permanence en train de produire du verre, mais du verre qui n'est plus utilisé puisque les chantiers de construction, par exemple, se sont aussi arrêtés. Donc, on est dans une situation assez complexe. Une autre slide, et celle-ci qui est une vieille slide qui taquinait Airbus, mais qui montre que les chaînes aussi de collaboration se sont fragilisées. Aujourd'hui, certains peuvent arriver à avoir leur partie, à faire leur partie du boulot, mais si les fournisseurs ne savent pas livrer ou ne savent pas construire, ben le service ou le produit n'est pas rendu à la fin. Et ça pose non seulement le problème de la collaboration entre différentes parties dans la chaîne, dans la supply chain, mais aussi le problème de l'international. On peut avoir des personnes qui sont tout à fait en capacité de livrer, mais qui ne trouvent soit n'ont pas le droit de transporter d'une frontière à l'autre, soit n'ont pas les moyens logistiques pour transporter d'une frontière à l'autre. Par ailleurs, dans cette espèce d'environnement que je décrivais sous forme d'un plat de spaghetti au tout début, donc vraiment environnement compliqué, tout le monde se pose la question de la forme de la croissance. Alors, est-ce que ça sera du V, du U, du W ou du L? Ça, je laisse aux spécialistes. Mais on voyait Goldman Sachs qui publiait récemment une prévision de rebond en V avec un plus 19% au Q3, qui serait une hausse très violente,
on ne sait pas comment on va arriver à faire ça dans une telle désorganisation. C'est donc vraiment ces sujets-là qui nous ont fait poser la question de préparer la sortie de crise en se disant, je pense que c'est important, enfin, on pensait avec Dominique que c'était important de bien connaître sa supply chain, de bien en décoder les actifs pour pouvoir bien préparer la sortie qui aura lieu à partir du 11 mai peut-être, ou à partir d'autres dates. Ça appartient à chaque industrie. Dominique, je te laisse la parole pour Merci. la suite. Donc, ça, c'était pour dresser le contexte. Merci, Florent. Alors, on va poser les bases du Lean, de la supply chain. On va voir ce que ça veut dire en termes d'articulation. Donc, quelques petits rappels sans rentrer vraiment dans les concepts et la théorie. Le Lean, ça a été initié par Toyota, comme vous le savez. Ça a deux piliers. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la voix du client, c'est-à-dire écouter bien son client de manière à identifier quelles sont les différentes attentes de ce client. Et la supply chain, c'est un ensemble de maillons, un ensemble d'articulations, de départements, de directions, de fonctions, de processus qui permettent trois choses. La première, c'est bien évidemment de satisfaire le client. Et c'est là où on retourne à l'utilité du Lean. Le deuxième objectif de la supply chain, c'est la rentabilité de l'entreprise. Et puis le troisième, qui souvent et normalement, naturellement arrive en premier, c'est ce qu'on appelle la QVT, la qualité de vie au travail, qui permet à des collaborateurs et des collaboratrices de bien travailler ensemble dans un mode collaboratif. Et quand on entend le mot collaboratif, on pense tout de suite à différentes méthodes et outils du Lean, et c'est le second pilier. Donc, le premier pilier, c'est la voix du client, et le deuxième pilier, c'est la richesse de l'entreprise, que sont les collaborateurs. Alors, vous avez devant vous une petite roue. Au milieu de la roue, vous avez la notion de risque. Eh bien, gérer une supply chain, c'est anticiper quand on le peut, et on voit les événements aujourd'hui, la difficulté d'anticiper. C'est aussi de gérer une crise, c'est le propos aussi de ce webinaire, et c'est essayer de faire en sorte, avec les outils du Lean, que ces différentes difficultés ne se reproduisent plus dans la mesure du possible. Alors, je voulais indiquer, hein, la supply chain, bien évidemment, c'est une question de coordination entre les achats, entre la production, entre la distribution. Ça génère normalement des bénéfices parce que c'est quand même un des piliers de l'entreprise, hein, c'est le faire valoir. Ça facilite et ça sécurise tout ce qui est transactions en termes de transactions monétaires, etc., par rapport à des livraisons de produits. Ça vous parle aussi de l'analyse de risque en termes d'internalisation de la logistique ou d'externalisation. Bien évidemment, on va utiliser un certain nombre d'outils. Alors, outils, comprenez le système d'information, le RP, SAP, Sage, etc. Ça vous permet aussi de gérer des stocks efficacement. Alors, gérer des stocks efficacement quand on gère une supply chain, ça veut dire quoi? Bien, le premier indicateur, et c'est le CFO qui pourra en attester, c'est le BFR, un besoin en fonds de roulement, qui vous permet, pour une entreprise, hein, qui permet d'avoir cette capacité de cash de manière à réapprovisionner très rapidement des produits, de manière à raccourcir le flux entre ce qui est commandé et ce qui est livré. Ça vous permet aussi, cette organisation supply chain, de maîtriser ce qu'on appelle les coûts à chaque maillon de la chaîne. Est-ce que l'on achète bien? Est-ce qu'on approvisionne au plus juste? Est-ce qu'on produit bien? Est-ce que ce qu'on livre est rentable, etc. Ça vous permet aussi de faire grandir l'entreprise à tous les sens du terme, parce que vous allez coordonner des ressources et des moyens. Et puis, vous allez faire en sorte de les maintenir. Et comment est-ce qu'on les maintient? On les maintient en s'aidant avec des outils et des méthodes du Lean. J'attire juste votre attention sur le fait que le Lean, bien évidemment, un ensemble de méthodes et d'outils, mais les outils ne sont pas une finalité, et certainement pas. En revanche, ce qui est important, c'est la vision,
ce qui est important, c'est le cap, la satisfaction des clients, le bien-être des collaborateurs et tout ça dans, bien évidemment, un esprit de rentabilité parce que s'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'entreprise. Et là, vous l'avez vu, on est en train de parler de stock et on verra dans la slide juste après ces différents termes de stock et d'implication, à savoir que quand on parle de supply chain, vous avez deux manières de comprendre la notion de stock. Vous avez ce qu'on appelle le stock physique, le produit en lui-même, et puis le stock logique, comment ce produit est géré dans le système d'information, comprenez les ERP et différents outils liés à l'entreprise. Alors, au niveau du prochain slide que vous voyez, donc on va diagnostiquer cet état de l'art de la supply chain. Alors, la supply chain, je vous ai indiqué en essayant de faire simple par maillon, la supply chain, d'abord, est une fonction dans l'entreprise. Cette fonction concentre et je dirais, recentre et coordonne plusieurs processus, dont le premier, c'est bien sûr tout ce qui est la notion de stock et de besoin. Alors, par rapport à ces stocks et ces besoins, on a vu que l'implication était directement liée au BFR, mais aussi si vous prenez une entreprise qui a bien évidemment des clients et c'est avec des demandes volatiles, versatiles, etc. Eh bien, la première des questions, c'est est-ce qu'on a les bons stocks pour pouvoir livrer les clients? C'est facile à dire et dans de nombreuses entreprises, là commencent les petits soucis. Ensuite, une fois qu'on s'est posé la question de se dire, tiens, on a les bons stocks et on les gère correctement, ensuite, il va falloir, c'est le deuxième maillon de la chaîne quand on remonte de l'aval vers l'amont, bien regarder notre outil de production, alors qu'il soit internalisé, hein, s'il y a des usines à l'intérieur du groupe de l'entreprise, ou alors externalisé, eh bien, comment est-ce qu'on transmet cette information de justesse des stocks de manière à produire en push ou en pull les bons stocks de manière à satisfaire les clients. Tout ça ne peut se faire bien évidemment que si les équipes et la disponibilité des équipes est bien là. Et on le voit dans cette période très mouvementée et pour les usines qui tournent aujourd'hui, c'est un casse-tête assez, je dirais, présent dans savoir est-ce que toutes les équipes sont bien là, est-ce qu'elles sont bien formées, est-ce que la compréhension des enjeux est bien là, même au niveau du terrain, est-ce qu'ils sont disponibles pour effectuer les tâches de production, tout ça pour pouvoir faire en sorte de générer les bons stocks afin de satisfaire les clients. Ça, c'est pour le côté aval. Le côté amont, côté fournisseur, écoutez, on va faire en sorte de diagnostiquer les différents fournisseurs par différentes méthodes, on le verra par la suite, de manière à s'assurer qu'il y a un flot continu d'approvisionnement. Alors, pour faire un exemple de ce qui se passe aujourd'hui avec les masques, les gants, etc., on voit bien que la difficulté se situe pour certains produits en amont, c'est-à-dire au niveau de la situation des fournisseurs. Donc, quand on essaye de penser à une préparation, à une anticipation, à une gestion des risques liés à la supply chain, la chaîne logistique globale, hein, eh bien, il faut regarder aussi en amont au niveau des fournisseurs. Après, une fois que je dirais ce rouage est diagnostiqué, pour l'instant, il va falloir préparer la suite. Et alors, comment est-ce qu'on prépare la suite? Eh bien, il va falloir, et ça c'est un des piliers du Lean, écouter la voix du client. Alors, on sait que, compte tenu de la période actuelle, les clients ont des demandes erratiques, versatiles, et puis la variabilité de la demande explose. Hein. On n'a plus des schémas, je dirais, prédictifs comme on a peut-être pu l'avoir avant cet état de crise. Donc, il va falloir essayer de diagnostiquer ce que veulent les clients, comment ils le veulent, avec quelles modalités, et puis utiliser aussi la force de frappe que sont les vecteurs de transport, de logistique, de douane, qui permettent de fluidifier toute cette supply chain en partant de la prise de commande jusqu'à la livraison. Il est évident que en ayant les bons stocks, en livrant les clients correctement,
on améliore sa situation au niveau du cash et sa situation au niveau bancaire. Alors, tout ça, ce sont un diagnostic. C'est un diagnostic. Maintenant, on va poser, je dirais, on va remonter dans l'hélicoptère en termes de concept et puis on va se dire, bien, et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir identifier où est-ce qu'on va pouvoir agir et à quel endroit. Alors, on ne va pas repartir de la feuille blanche. Vous savez, pour les spécialistes, les 35 participants qui sont là, il y a certains spécialistes de la supply chain. On sait qu'il y a un référentiel mondial score. C'est aujourd'hui une association à but non lucratif où vous avez 900 de mémoire, 900 grandes entreprises mondiales qui, bien évidemment, font le constat qu'elles ont les mêmes problèmes en termes de satisfaction client, de fiabilité fournisseur, etc. Et donc, on a dessiné une organisation, je dirais, en termes de référentiel. Cette organisation, et on le verra au fur et à mesure des différentes pistes qu'on va explorer, nous permettra de voir où agir. Alors, ce référentiel mondial score, il part de la planification. Planification veut dire essayer de prévoir, quand c'est possible, mais on verra qu'il y a des méthodes, essayer de prévoir la demande client. Pourquoi? De manière à faire en sorte d'avoir la bonne production qui va générer les bons stocks, qui va générer les bonnes livraisons, et en amont, de manière à avoir le bon sourcing. Alors, par sourcing, comprenez à la fois les achats et les appros, qui sont une déclinaison des achats. Et sans oublier, bien évidemment, parce que c'est, on le voit dans le e-commerce, et quelque chose qui va se développer de plus en plus, quand on livre, une entreprise livre ses clients, bien évidemment, vous avez le facteur des retours. Ça peut être des retours clients parce que le client n'est pas satisfait, parce que le client s'est trompé, parce que le client a détecté des problèmes de qualité. Et c'est dans ce cadre-là où on va, avec le référentiel score, et c'est le propos du prochain slide, commencer à regarder un des drivers de la supply chain. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'études en ce moment, les différents cabinets, les différents sachants, les différents organismes qui essayent de penser au devenir de la supply chain, essayent de penser au devenir de la direction des entreprises. Vous avez trois tendances. La première des tendances, c'est essayer de bien gérer la variabilité. Je vous donne les deux autres tendances, mais on reviendra à la première, c'est le propos de ce slide. Donc, essayer de gérer la variabilité. Comment est-ce qu'on gère cette variabilité, c'est-à-dire cette compréhension différente et ce besoin qui change de la part des clients en utilisant ce qu'on appelle un processus Sales and Operating Planning, appelé autrement SNOP. Alors, beaucoup d'entreprises en France, SNOP, c'est un terme mondial, beaucoup d'entreprises en France appellent ça, parce qu'il faut à un moment donné donner des acronymes dans notre langue, PIC, Plan industriel et commercial. Comprenez, c'est la combinaison des besoins clients avec des capacités de l'entreprise à produire et à se réapprovisionner. Le match des deux fait que l'on obtient un SNOP, un processus qui permet deux choses, de satisfaire le client avec une rentabilité maximale. Donc, on a dit variabilité, on va regarder ce que ça veut dire au niveau du SNOP. Et les deux autres tendances qui sont en train d'émerger, mais bien avant la crise, mais là, à mon avis, ça va s'accentuer. En fait, c'est ce que disent les experts, c'est la notion de green supply chain, c'est-à-dire d'économie circulaire. Alors, vous savez, pour ceux et celles qui ont déjà été à Milan, à Milan, vous avez deux tours, on appelle ça les Bosso Verticale, c'est deux tours qui se gèrent et qui s'autogèrent, c'est-à-dire que les habitants de ces tours ne payent pas d'électricité parce que vous avez des panneaux solaires, arrivent à gérer la température du building, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par analogie sur la supply chain? C'est-à-dire que de plus en plus, on va être amené, et ça c'est la tendance, à mettre en place des supply chains vertes qui prennent en compte
bien évidemment les notions d'écologie, les notions de reuse, de réutilisation des déchets, etc. Et la troisième tendance, c'est, vous savez, un des publicitaires qui est très connu de l'agence TBWA qui s'appelle Jean-Marie Dru. Il a écrit un formidable livre, je vous invite à le lire, qui s'appelle New, Nouveau. C'est l'inventeur, pour ceux qui savent, de la notion de disruption. Il évoque en ce moment, et d'autres savants, d'autres sachants emboîtent le pas, la notion d'inventivité solidaire. Alors, inventivité solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise n'est pas une boîte. On sait que l'entreprise a des parties prenantes. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes une entreprise, vous livrez des clients parce que vous avez des logisticiens, des transporteurs, etc. Eh bien, post-crise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les entreprises vont être forcées et contraintes à partager les vecteurs de transport, vont être contraintes de partager en amont, à partir du moment où les fournisseurs sont les mêmes, à partir du moment où les chemins, les trajectoires de transport sont les mêmes, eh bien, à partager certaines ressources et certains moyens. On le voit très bien pour certaines entreprises, c'est cet échange de personnel entre entreprises de manière à faciliter, je dirais, la fluidité et la collaboration entre entreprises. Donc, la notion d'inventivité solidaire, retenez ça. Donc, on va revenir à cette notion de variabilité. Alors, le SNOP, je vous l'ai dit, c'est le match entre les besoins et la capacité de l'entreprise à répondre à ces besoins. Alors, il y a plusieurs articulations d'où ces roues dentées. On va partir des prévisions de vente quand elles sont possibles d'être faites, parce que c'est comme ça, dans 50%, voire plus des cas, la force commerciale ne sait pas anticiper les choses. Alors, pas parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'ils ont affaire à des clients. Quand les clients donnent des prévisions de vente, elles sont fausses parce qu'eux-mêmes ne savent pas. Peut-être qu'eux-mêmes sont distributeurs d'autres clients. Quand les prévisions commerciales sont établies, le temps qu'elles sont établies jusqu'au moment où la production est faite et la livraison est faite, les clients changent d'avis, donc les forecasts, les prévisions initiales ne correspondent plus aux besoins actuels. Ensuite, il va falloir faire en sorte de designer la production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire designer la production? On ne fait pas, pour avoir dirigé des usines, on ne fait pas n'importe quoi dans une usine. Vous avez un plan de production. Ce plan de production, vous avez deux facteurs qui sont importants dans un plan de production. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le MOQ, Minimum Order Quantity. C'est la quantité minimum économique que l'on peut produire à chaque fois que l'on produit un article. Et le deuxième point, c'est la notion de lead time. Alors, lead time comprenait délai, c'est-à-dire c'est le temps entre le moment où il y a une prise de commande client jusqu'au moment où le produit est fabriqué, combien de temps est-ce que tout ça met? Et c'est ce qu'on appelle le délai client, en partant du postulat de base que les approvisionnements en amont ont été faits. Si ce n'est pas le cas, vous rajoutez le délai en amont des approvisionnements. Et puis, une fois qu'on a eu cette bonne compréhension des attentes du client, qu'on l'a bien décliné en plan de production, il va falloir organiser ce qu'on appelle un planning, un demand planning, qui est la combinaison entre les prévisions et puis le plan de production. C'est ça le demand planning. Et ce demand planning, vous avez des interactions et vous avez des contraintes. On est dans la théorie des contraintes, qui est, soit dit en passant, un autre outil du lean management. On voit aussi que cette combinaison entre lean et supply chain se fait bien, dans le sens où ce SNOP, c'est-à-dire ce planning qui combine besoins et capacité de l'entreprise à produire, à délivrer le produit, à livrer le produit, eh bien, on va tenir compte des stocks. D'où cette notion de inventory planning qui est très importante parce que ça vous évite de produire deux fois le même produit. Ça vous évite aussi et ça vous contraint à bien étiqueter vos stocks. Et je peux vous dire, en fonction de mes différentes expériences de manager de transition, soit en interne en entreprise, soit en tant que manager de transition, c'est encore une difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir une bonne répertoriation, une bonne gestion des stocks. C'est ce qu'on appelle le data, master data management.
c'est-à-dire savoir où sont ces stocks, savoir si le libellé des stocks est bon. Alors, je vous donne un exemple très concret. Vous avez des entreprises qui utilisent des millésimes, produits avec année 2019, produits avec année 2020, etc. Eh bien, beaucoup d'entreprises, par méconnaissance du fonctionnement de la supply chain, vont utiliser le même article, le même code article pour tous ces millésimes. Donc, forcément, quand un client commande sur un millésime, eh bien, physiquement, vous pouvez avoir des erreurs dans la gestion de ces produits. Et on verra dans le slide juste après, à partir du moment où le SNOP, qui est un des maillons de la supply chain, est bien fait, on va pouvoir évaluer, et c'est l'objet du slide juste après, évaluer les forces et faiblesses de sa supply chain afin de travailler sur les priorités de la reprise. Alors, là, on est en train de se dire quelle piste on a. Alors, vous voyez, avec Florent, on s'est dit il vaut mieux un bon dessin plutôt que beaucoup de slides surchargés de pistes et de mots. Alors, que vous donne ce cadran? Vous avez trois parties. D'abord, vous avez avant l'acte de vente, qui est la notion de prise de commande. Prise de commande qui va pouvoir être, on l'a vu précédemment, anticipée dans la mesure du possible avec le processus SNOP qui permet de prévoir la variabilité du besoin des clients. Vous avez l'acte de livraison et puis vous avez l'acte qui se situe après la livraison de manière à ce qu'on s'assure que les clients soient satisfaits et qu'ils soient en posture de recommander dans la même entreprise. Vous avez un certain nombre de points. On va prendre quelques pistes de manière à voir concrètement comment est-ce qu'on peut vous proposer, et c'est l'objet de ce webinaire, comment est-ce qu'on peut vous proposer différentes pistes. Alors, la première des pistes, c'est ce qu'on appelle la visibilité du stock. Vous le voyez, le petit smiley orange tout de suite à droite, presque au milieu du slide. Eh bien, pour avoir ce qu'on appelle un stock visibility correct, il va falloir gérer au plus juste les stocks et c'est le moyen, c'est le moment de se dire qu'est-ce qu'on va faire comme diagnostic de stock, est-ce qu'on va utiliser des techniques Pareto de 20-80, mais vous savez que cette notion de 20% de stocks qui font 80% de chiffre d'affaires, il faut y ajouter d'autres contraintes. La première des contraintes, c'est est-ce que les stocks qui font 20% en chiffre d'affaires, 20% en chiffre d'affaires, 80% en chiffre d'affaires et 20% en volume, eh ben, ces stocks, est-ce qu'ils génèrent de la rentabilité? Si c'est le cas, en effet, ils doivent être dans ces 20%. Mais ce n'est pas suffisant. Pareto n'est pas suffisant. Pareto, soit dit en passant, est aussi un outil du Lean. Vous avez aussi une autre méthode qui s'appelle XYZ qui vous permet de bien vérifier et de bien analyser, et c'est une des pistes que l'on vous recommande, de bien analyser par analyse de l'écart type, la variabilité de la demande. Alors, vous vendez 100 pièces dans l'année, en février, vous en vendez 40, donc vous voyez bien qu'il y a un pic. Ce pic-là, en février, vous contraint, compte tenu du délai de production et d'approvisionnement, eh bien, de produire dès décembre de l'année précédente. Et non pas, vous attendez janvier pour absorber le pic. Ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises qui n'ont pas encore les techniques de SNOP. Et bien évidemment, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de ruptures. Qui dit beaucoup de ruptures, vous avez un niveau de stress qui monte dans l'entreprise, des clients mécontents, des clients qui vont renvoyer leurs produits parce qu'ils n'ont pas reçu les produits à temps. Vous avez éventuellement dans beaucoup de secteurs la notion de pénalité, etc. Donc, première piste, la notion de visibilité des stocks. Deuxième piste, c'est tout ce qui concerne, vous retrouvez dans le petit graphe que vous voyez, la notion de MOQ, la notion de niveau service, etc. Et puis en bas, à droite, vous voyez Transportation, Order Tracking. Alors, c'est une deuxième piste. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'inventivité solidaire. Écoutez, cette crise va amener les entreprises, il va falloir qu'elles se préparent
à contacter leurs parties prenantes, leurs logisticiens, ce qu'on appelle les 3PL, 4PL, etc., des gens comme XPO, Daher, UPS, DHL, etc., hein, tous ces grands acteurs du marché qui contrôlent tout ce qui est prestation de stockage, de distribution, de gestion des retours, eh bien, il va falloir mutualiser les ressources et les moyens. Et ça, cette simplification des vecteurs de transport, elle a un but, hein, c'est quand même le but de la supply chain, c'est satisfaire les clients, et c'est aussi une des composantes du Lean qui est la voix du client. Deuxième piste, piste transport. Troisième piste, vous continuez de droite à gauche à tourner avec le cadran, c'est tout ce qui est gestion des qualités, tout ce qui est returns, retours, etc. Tout ce qui est production, la gestion de la production. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on gère une usine, quand on gère un programme de production, vous avez deux stratégies. Vous avez la stratégie qui consiste à faire en sorte de stocker un maximum de produits en se disant on sera à l'abri, mais on s'aperçoit, c'est du 80-20, que c'est 20% vrai et 80% faux. Vous avez la stratégie qui est de dire je produis au plus juste, mais pour ça, on l'a vu, il nous faut ce fameux SNOP de manière à anticiper les besoins. Parce que la notion de délai d'approvisionnement, de production, de distribution fait que la réactivité n'est pas souvent au rendez-vous. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, une troisième piste, c'est le moment de regarder de la manière dont vous allez générer de la production versus aujourd'hui où vous gérez sur stock, vous gérez en fonction de certaines nouveautés, etc. Préparer la crise, ça veut dire quoi en langage production? C'est de se recentrer sur son core business, c'est de se dire dans une usine, vous avez peut-être des lignes de production multi-articles, multi-produits, eh bien, c'est peut-être d'avoir une stratégie, c'est de se dire, quand on a fait le calcul des 20-80, quand on a identifié à un moment donné ce qu'on devait produire, eh bien, c'est peut-être dédier une ligne de production de manière à satisfaire 80% des clients et faire en sorte de capter, de garder ces précieux clients. Troisième piste, production. Quatrième piste, vous le voyez en termes d'éléments de la roue, vous avez support documentation, vous avez benchmarking, etc. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la supply chain, aidée par des outils du lean management, eh bien, va vous permettre de jeter un œil à la façon dont vos processus, alors je prends une petite parenthèse, processus, c'est alors on appelle ça des fois process, des fois processus, ça dépend des entreprises. C'est une succession d'étapes. Je vous donne un exemple très concret. Le processus de la prise de commande commence à partir du moment où le client contacte l'entreprise et se termine en boucle jusqu'au moment où vous avez un smiley du client qui est content de sa livraison. On est tous clients, on commande tous sans les citer, sur des sites Internet et nous, ce qui nous intéresse en tant que client, c'est d'être sûr qu'on est livré en temps et en heure et surtout du bon produit. Donc, quatrième piste, c'est la notion d'étude des processus. C'est-à-dire, est-ce que mes processus jusqu'à présent bien parce qu'il y avait les habitudes, parce que ça ronronnait, etc., il va falloir dépoussiérer tout ça. Il va falloir faire en sorte d'avoir un système, je dirais, plus ingénieux pour pouvoir, par exemple, traiter une commande. Il va falloir changer son processus de gestion des retours. Je vous donne un autre exemple. Vous êtes une société de jouets. À un moment donné, vous expédiez des jouets. Dans la personne, l'enfant ou le parent qui va ouvrir la boîte de jouets va suivre un mode d'emploi. Le mode d'emploi fait qu'à un moment donné, vous allez casser une pièce du jouet, donc vous voudrez retourner le jouet. Eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va falloir attendre d'avoir les retours comme aujourd'hui pour créditer le client? Est-ce que
on va se mettre à changer un petit peu et être proactif en fonction du processus de la gestion des retours, de dire, monsieur le client, on peut vous proposer une alternative, nous avons des produits de substitution, mais pour cela, il faut bien comprendre quel type de stock on a, hein, et on revient à la notion de SNOP, de prédiction. Voilà, c'est ça qui signifie une quatrième piste, essayer de regarder au niveau des processus. Et puis, une cinquième piste, et ça, c'est la force du lean management. Encore une fois, hein, j'insiste bien partout où je vais, j'essaye de bien dire que les outils ne sont pas une finalité, mais ça aide. Le lean management vous permet, à travers ces outils et ces méthodes, de faire en sorte de faire remonter les problèmes du terrain, donc de rendre une organisation plus collaborative, vous permet, à travers un des outils qui s'appelle le management visuel, de tracer la feuille de route à la journée même des équipes, de manière à ce qu'elles aient un cap, vous permet de bien comprendre quels sont les tenants et aboutissants des objectifs de la journée, vous permet aussi d'identifier les problèmes avant qu'ils arrivent, parce qu'on sait, et ça a été montré dans de nombreuses organisations, que des méthodes du lean management permettent d'anticiper les problèmes. Et là, on est en pleine crise, donc autant utiliser les méthodes qui fonctionnent. Et puis, vous permet aussi de les résoudre, ces problèmes. C'est de la résolution de problèmes. Où le lean, vous avez un certain nombre d'outils. Pourquoi? Pas parce que c'est bien d'identifier le problème, alors c'est super de le traiter, mais c'est quand même encore formidable si le problème ne revient pas 2 semaines après. Voilà. Et c'est en ce sens où vous avez une autre piste qui vous permet de faire en sorte de préparer cette sortie de crise, et quand on sera tous, je dirais, en mode de business as usual, d'être encore plus efficace. Et puis, vous avez une sixième piste, c'est ce que Florent va vous expliciter, qui est la piste de l'optimisation de la meilleure gestion des stocks. Florent, je t'en prie. Merci Dominique. Merci pour ces notions. En fait, les notions sont importantes parce que c'est celles qu'il va falloir appliquer en mode dégradé actuellement à nos organisations. En fait, moi, je retiens un mot important. Si je devais retenir un mot, ça serait la simplification. En fait, profiter pour préparer la sortie de crise, profiter du moment de planification pour les semaines et les mois à venir, en se disant qu'est-ce que je peux simplifier. Et pour ça, moi, je reprends une casquette de consultant que j'ai eue à une époque pour dire qu'il y a une analyse qui peut être vraiment menée, alors peut-être avec les enfants, si vous les avez autour de vous, mais ça ne sera pas forcément le plus pratique. C'est en fait repartir de ce que vous avez vendu effectivement, c'est-à-dire ce que vous avez livré. Et plutôt que de partir des statistiques de vente, reprendre toutes les statistiques de livraison effective, donc vraiment plutôt plonger dans la partie logistique de vos ERP pour ressortir toutes les références sur la durée et par client. Et on peut, avec ces analyses-là, trouver des pépites, savoir quels sont les clients qui nous créent de la complexité, quelles sont les références qui finalement sont un peu orphelines, c'est-à-dire elles sont livrées à un ou deux clients, mais pas aux 998 autres. Comprendre quels sont les empilements qui se sont faits au fil du temps et qu'on n'a jamais challengé, parce qu'il y en a beaucoup. Et finalement, en menant une analyse comme ça, par saisonnalité, par client et puis par référence, on aura des éléments à la fois pour repérer tout ce qui pourrait être éliminé à peu de frais ou avec une négociation assez simple avec les clients qui nous les ont demandé. Et donc, simplifier énormément la supply chain et on peut reprendre ensuite toutes les dimensions de planification, etc. Mais en tout cas, faire le ménage, faire le tri, ranger la chambre dans tout ce qui est les références et les stocks. Et ça nous semble une. Alors, c'est très facile à dire comme ça nécessite pas mal de crunching de chiffres et une certaine appétence pour Excel. Mais si vous avez un stagiaire qui aujourd'hui est en télétravail et ne sait pas trop quoi faire, demandez-lui d'aller se plonger dans les analyses par client
sur la durée, donc par mois ou par jour, je ne sais pas, et par référence. Et il vous trouvera probablement des pépites pour simplifier, chose qui n'a jamais été faite. Et en fait, on en discutait avec, avec Dominique, ça, on va aussi là-dedans se poser plein de questions. Pourquoi est-ce qu'on a, à une époque, accepté d'introduire cette nouvelle référence qui nous crée une complexité? Pourquoi est-ce qu'on accepte finalement que tel client soit livré toutes les semaines et on voit qu'on lui fait des toutes petites livraisons, là où peut-être qu'en négociant avec lui, être livré toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines serait tout à fait acceptable pour lui, etc. Cela va poser énormément de questions opérationnelles qui aboutiront ensuite à des discussions avec le marketing d'une part, avec les achats d'autre part, avec naturellement toute la chaîne de production pour challenger des croyances. Et Dominique, je ne sais pas si tu veux revenir sur la croyance en termes de production que tu avais rencontrée récemment chez un client. Oui, je vous donne un exemple très concret, assez récent. Un client, quand je suis arrivé, alors la problématique, c'était assez classique, hein, qu'on retrouve dans beaucoup d'entreprises, c'est nous avons des clients qui sont mécontents, on livre mal, on n'a pas les bons stocks au bon moment, c'est très difficile de discuter avec les clients, etc. Donc, je leur ai recommandé déjà de poser, d'analyser, comme l'a dit Florent, l'état des stocks. Et puis après, je leur ai parlé des SNOP. Qui dit SNOP, il dit à un moment donné, on va essayer de prévoir la demande. Et là, j'ai eu un stop immédiat de l'ensemble du comité de direction qui m'a dit, nous, on est dans l'entreprise depuis longtemps, prévoir, ce n'est pas possible. Donc, SNOP, ce n'est pas possible. Donc, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps en termes de maturité, ça a mis du temps en termes de discussion, parce qu'il faut lever les difficultés, les barrières, les freins au changement. Ce qu'on a fait en termes de solutions, je leur ai dit, écoutez, OK, dont acte, c'est difficile de prévoir. Par contre, vous avez un historique. Cet historique, vous pouvez le transformer avec des formules mathématiques, hein, en tendance. Eh bien, peut-être que vous pouvez aller voir vos clients en disant, Monsieur client, on vous comprend, c'est difficile pour vous de prévoir, mais regardez, les tendances font que vous vous souvenez, hein, du cas de tout à l'heure où on vend 40% des 100 produits du volume de 100 sur l'année. Monsieur le client, l'année dernière, vous avez commandé en février. Et puis, ils ont commencé à faire ça et on s'est aperçu que certains clients leur ont dit « Ah non, nous, ce qui s'est passé en février, l'année dernière, c'est pas pareil parce que, etc. Ça va se passer en avril. » Boum, première information. Cette information, on l'a traduit en programme de fabrication. Eh bien, écoutez, ça s'est passé pas en avril, mais en mai. Donc, il y a eu un petit coup de décalage. Mais en tout cas, les clients ont rappelé l'entreprise en disant « Ah tiens, c'est marrant, c'est la première année que vous nous livrez correctement. » Voilà, ça a été un des exemples que je peux vous donner. Donc, c'est le moyen de faire lever les barrières et les croyances et faire en sorte, avec la combinaison du Lean Supply Chain, de faire en sorte de baser ces analyses et ces réflexions, pas de « on pense que »,« il faut que », etc., mais plutôt avec des chiffres. Et ça, c'est une difficulté dans beaucoup d'entreprises. On va peut-être passer aux questions. On a parlé un petit peu longuement, mais c'était très intéressant. Merci Dominique. Est-ce que vous avez des questions? Et je crois que je peux vous donner la parole si vous avez des questions. Donc, est-ce que vous pouvez dans ce cas-là taper sur le chat que vous avez une question et je vous donne la parole. Donc ça, c'est Xavier Leffel à qui je vais vous permettre de parler. Xavier, à vous. Il faut activer votre micro, Xavier. Voilà, allez-y Xavier, si vous avez une question. Oui, bonjour Dominique, on s'est connus dans une vie précédente. Oui. J'ai beaucoup aimé ta description bien complète. C'est très bien fait. Merci. Moi, je travaille dans l'industrie aéronautique qui va être malheureusement très sinistrée au sorti de la crise. Mais déjà avant la crise, on avait un gros problème. On faisait l'exercice de SNOP, on faisait l'exercice de PIC et PDP. Et on a un gros problème, c'est que bien que les clients nous fournissent des projections et des prévisions, c'est des prévisions qui sont, comme toujours, c'est pas facile de faire
faire un Ouais, exercice ouais. provisoire. Et donc, c'est toujours un peu aléatoire. Donc, on a fait un exercice et on est arrivé à la conclusion il fallait déconnecter le pic du PDP. Et je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu as constaté dans d'autres industries. Alors, juste, si tu me permets, Xavier, pour être sûr que tout le monde soit au même niveau, la notion de PIC, c'est plan industriel et commercial. Dans certaines sociétés, on appelle ça SNOP, hein, c'est plus ou moins le même terme. Attention à ce qu'on met dedans, mais en général, c'est plus ou moins le même terme. PDP, c'est plan de production. Je pense que Xavier, c'est comme ça que tu l'entends. Correct, Xavier? Oui, oui, c'est ça. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai travaillé il y a 2 ans au Canada. Alors, je peux citer le nom du client parce il y a prescription maintenant. J'ai travaillé chez Bombardier. Donc, Bombardier, ben, j'ai travaillé dans la division où ils font, vous savez, les petits avions, l'équivalent du Falcon 50, etc. Ils font des moteurs, etc. Et eux, c'était exactement leur préoccupation il y a 2 ans. Et j'ai travaillé exactement sur ce sujet. Et on s'en est sorti en faisant 2 choses. D'abord, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, on s'est aperçu d'une chose. Vous savez, les choses les plus simples souvent sont celles qui sont oubliées, hein, ce qu'on appelle les fondamentaux. D'abord, on s'est aperçu une chose, c'est que il ne faisait pas sur un certain nombre de produits semi-finis ou produits finis d'analyse qu'on appelle de XYZ, c'est-à-dire de la variabilité de la demande. Il travaillait beaucoup avec le Pareto, vous savez, 20%, ça fait 80% du business, mais l'analyse de la variabilité, en prenant en compte les contraintes des lead times, c'était quasiment pas fait. Donc, on a commencé à travailler sur ce chantier-là, en espérant être clair, hein, dans mes propos. Donc, en effet, on a coupé ce processus SNOP en deux. On l'a coupé en se disant quelle est l'analyse en aval des besoins des clients et comment en amont on peut la traduire en plan de production. Et on s'est aperçu d'une chose, c'est que ça allait dans les deux directions différentes. C'est-à-dire que si on prenait tel quel les besoins des clients, on n'était pas capable de faire un plan de production. Donc, on a fait un mix des deux. Et pour pouvoir éviter d'avoir des pénalités, parce que, hein, Xavier, dans ton secteur particulièrement, la notion de pénalité, elle est assez méchante. Dans d'autres secteurs aussi, mais dans l'aéronautique, c'est assez marqué. La force de vente, ça n'avait jamais été fait, est à contacter les principaux clients en leur expliquant ce que Bombardier essayait de faire. Et puis, force de constater qu'une grande majorité des clients, d'abord, étaient satisfaits de cette démarche proactive en disant Monsieur le fournisseur, avant, vous ne nous disiez rien, et puis la seule chose quand vous nous contactiez, c'était on est en retard. Là, vous venez nous voir 2 mois avant la livraison de telle ou telle pièce ou tel moteur en nous disant est-ce qu'on peut faire différent. Donc, déjà, merci. Et un client qui dit merci, c'est un client qui va revenir. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que la majorité des clients ont fait leur propre analyse en termes de besoins. Et on en est arrivé à la conclusion, c'est que beaucoup de clients veulent tout de suite. Mais quand vous creusez avec eux, quand vous travaillez en mode collaboratif avec eux, eh bien, ils se disent, mes 4 premières priorités, en fait, j'en ai qu'une. Donc, on s'est concentré sur cette première priorité. En faisant ça, on a eu un taux de livraison de ce qu'on appelle OTIF, on time in full, c'est-à-dire est-ce qu'on livre bien au bon produit, au bon moment, etc., qui a frisé les 90%, 98%. 2 mois avant, l'OTIF, pour des raisons d'INA, de confidentialité, il n'était pas à ce niveau-là, mais on s'est retrouvé tout d'un coup avec des clients qui étaient contents et une reprise de la discussion client. Donc, pour te répondre, Xavier, pas en 2 minutes, mais en essayant de baser mes dires sur de l'expérience personnelle en toute humilité, c'est oui, il faut couper les deux. Ok, on va donc on va donner la parole à Sylvie Perronnet dans un instant et à AF. Je ne sais pas qui est AF, je vous donne le micro. Si vous pouvez vous. Alors attendez, j'essaie d'activer le micro, rétablir le son, d'amener ça. Voilà. AF, je ne sais pas qui vous êtes. C'est Arnaud Fad. Je vais laisser Sylvie Arnaud parler Fard. en premier, peut-être. Écoutez, d'accord, on va donner la parole à Sylvie tout de suite. Si je peux. Attendez, j'active le micro de Sylvie.
Voilà. Voilà, Sylvie, permettre de parler. Écoutez, Arnaud, pendant que j'essaie de... Ah non, Sylvie a quitté le... Je la vois plus. Allô? Ah, Ah, oui, on Sylvie? entend. Oui, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Oui, dans cette gestion de crise qui s'impose à nous, ce que je perçois, c'est que effectivement, ça demande une certaine agilité de notre chaîne de production et d'approvisionnement et de savoir pivoter, de savoir gérer ce temps de crise. Donc, et de pivoter rapidement. D'où la notion de PCA, effectivement, d'avoir une analyse en amont de plan de continuité en cas de défaillance d'un élément de la chaîne, que ce soit du côté client, que du côté fournisseur, que de la chaîne de production. Quel est votre avis sur le sujet dans ce contexte particulier? Merci. Alors, les plans, en faire hein, et pour les voir chez les clients, les plans de continuité qui ont été établis jusque-là, pour beaucoup d'entre eux, volent en éclats. Donc, pourquoi? Je vais vous donner deux exemples concrets chez deux clients différents. Premier client, on est dans le monde de la chimie. Ils ont un plan de continuité qui fait qu'à un moment donné, s'il y a défaillance des approvisionnements, on fait comment, on stocke plus, etc. Manque de peau avec cette crise, ce qui va se passer, c'est qu'un des fournisseurs stratégiques, il a fait faillite. Et l'autre fournisseur stratégique, il y a eu un feu dans l'usine. Donc, ils se sont retrouvés avec la panique complète parce que 20% de ce sourcing de ces fournisseurs était dans 80% des produits. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors là, imaginez-vous que c'est un petit peu la panique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais de disruption et je vous parlais d'inventivité solidaire. Eh bien, ce que je leur ai recommandé, c'est d'essayer de regarder et de contacter leurs principal concurrent. Et là, au niveau du comité de direction, ça a été un « oh là, on ne parle pas à l'ennemi ». Après discussion, etc., ils se sont aperçus que c'était bien de faire du collaboratif même entre concurrents. Donc, ils ont contacté leurs concurrents, on a encadré tout ça. Le concurrent avait aussi des problèmes sur des fournisseurs qui n'étaient pas les mêmes que la société en question. Et ils ont commencé à échanger leurs matières premières, ce qui ne s'était jamais fait avant, et ils ont écrit en commun un plan commun de continuité. Donc oui, en effet, Sylvie, cette notion de plan de continuité est d'actualité, mais au lieu de prévoir ce plan de continuité, de toute façon, on est dans une réalité où on n'est plus dans le plan, c'est-à-dire la notion d'essayer d'imaginer. On est vraiment dans l'action. Donc, dans l'action, il va falloir être collaboratif, inventif, il va falloir trouver des méthodologies disruptives et puis surtout, il faut, c'est le terme approprié pour ça, il faut ouvrir les chakras des comités de direction et des dirigeants de manière à ce qu'ils think different, ils pensent différemment. Donc oui, en effet, cette notion de plan de continuité est clé et est importante. Un exemple client. Plan de continuité pour être sûr que l'unique prestataire logistique que l'on utilise depuis des années, en cas de mauvaise gestion, qu'on puisse avoir en permanence un cahier des charges à jour de manière à contacter un autre prestataire. Les choses ne se font pas comme ça. Manque de peau. Juste avant la crise, le prestataire en question a vendu la branche en question qui était relative à l'activité de cette société. Donc, du jour au lendemain, plus de prestataires. Donc là, on ne parle plus de plan de continuité, on parle de situation de crise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un plan de continuité en situation de crise? Ça veut dire faire en sorte d'être pragmatique. Pragmatique, c'est réaliste, c'est-à-dire prendre certains outils du Lean. Je vous donne un exemple très concret. On a pris un outil du Lean qui est hyper simple, c'est ce qu'on appelle un diagramme d'Ishikawa, c'est-à-dire analyse des causes et des conséquences. Et on a essayé de regarder sur toute la chaîne logistique où était le problème. On s'est aperçu en faisant cette analyse, il ne l'avait jamais faite. Et pourtant, c'est un outil très, très simple.
Donc, vous comprenez que la combinaison Lean Supply Chain revêt toute sa force à ce moment-là. Eh bien, on s'est aperçu que le problème de transport n'était pas un problème, puisque en demandant aux clients d'organiser eux-mêmes les transports, moyennant des rebates, des discounts, etc., eh bien, les transports se faisaient tranquillement parce qu'ils avaient déjà leur prestataire logistique. Et c'est en ce sens où, oui, les plans de continuité, c'est très bien. D'abord, mes expériences me montrent que souvent les plans de continuité sont très peu testés. Et quand ils sont testés, ben, c'est trop tard, c'est une situation de crise. Mais en effet, il va falloir penser différemment la notion de plan de continuité. Voilà, j'espère, Sylvie, avoir répondu à votre question. On va passer la parole à Arnaud qui pose une question sur la mutualisation. Puis on va, sauf s'il y a une question supplémentaire, on va se donner 5 minutes et puis on va clore ce webinaire. Arnaud? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup, Florent. Oui, c'est une question assez rapide, je pense, pour Dominique, mais vous parliez de la mutualisation comme l'un des outils de sortie rapide de crise ou de sortie plus rapide de crise, qui est un point, je pense, très intéressant. C'est sans doute moins technique, mais quelles sont les pistes, à votre avis, pour des sociétés qui n'ont pas forcément l'habitude, justement, de collaborer pour pouvoir tirer tous les bénéfices de cette idée de mutualisation, que ce soit dans le transport ou dans d'autres aspects, y compris l'approvisionnement. Alors, Merci. Merci beaucoup, Arnaud. Florent, si je peux te proposer de passer le slide pour arriver au slide question, plutôt que de rester sur cette image. Oui, si tu veux. Mais je ne sais pas si je suis encore dans le… Ok, vas-y, réponds, je fais ça. Arnaud, je vais essayer de vous répondre parce que cette réponse-là, c'est vraiment une question de beaucoup de comités de direction. Alors, quand j'ai affaire à ce genre de problématique, bien évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend des entreprises, etc. Mais une première piste, c'est d'aller voir les clients. Alors, pourquoi je vous dis ça? Un client, généralement, a plusieurs fournisseurs. Et c'est vrai dans l'industrie aéronautique, c'est vrai dans de nombreuses industries, chimie, pharmacie où j'ai travaillé, jouets, process continu, etc. Ben, vous commencez à discuter avec les clients. Et quand vous discutez avec les clients, ils vous expliquent que, c'est vrai, j'ai un fournisseur qui fait différemment de vous. Rien n'empêche le comité de direction, le dirigeant, d'appeler l'autre dirigeant en disant est-ce qu'on peut se parler? Et en général, ça se passe très bien. C'est une réunion entre gentlemen, sans dévoiler quoi que ce soit, mais en termes d'échanges. Au cours de ces échanges, mes constats, c'est qu'en ayant fait cette approche-là, l'entreprise qui n'avait pas de plan de continuité, qui n'avait pas d'expérience, le dirigeant commence avec son comité de direction à explorer d'autres pistes qu'il n'avait jamais imaginées. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est une piste que vous donne l'approche Lean. L'approche Lean vous dit deux choses. Il vous dit écoute ton client, voix du client, et il dit aussi fais en sorte de faire remonter les bonnes idées et les problèmes du terrain. Une deuxième chose que j'ai faite dans une autre entreprise, je leur ai mis en place ce qu'on appelle un management visuel. Alors, sans rentrer dans les détails, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que les équipes du terrain, que ce soit des logisticiens dans les entrepôts, que ce soit l'acheteur qui est à l'intérieur d'un gros département achat, que ce soit un approvisionneur qui est très très loin du comité de direction, etc., puissent exprimer et donner des idées. Force de constater qu'en faisant ça, eh bien, la deuxième société qui a accepté, les dirigeants qui a accepté, parce qu'un des principes de ce genre de choses, c'est qu'il faut qu'il y ait un sponsorship très très fort de la direction générale, sinon ça ne marche pas. Eh bien, un des points, c'est que sont remontées tout un tas d'idées que le comité de direction n'avait pas eu. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a un dicton, celui qui fait, c'est celui qui sait. Eh bien, les gens sur le terrain font. Donc, ils savent, et ça, c'est parfois difficile pour un comité de direction d'accepter ça, mais c'est comme ça. Ils savent ce qui se passe sur le terrain. Donc, ils ont des idées que le comité de direction n'a pas. Deuxième piste. Et puis, troisième piste, qui est aussi une piste qui est pertinente, que j'ai déjà testée, ça, c'est vraiment du vécu, c'est d'aller voir vos fournisseurs. Parce que les fournisseurs, ils ont certainement des bonnes idées. Et là, j'étais dans le milieu de la pièce automobile il n'y a pas longtemps.
On est allé voir un fournisseur qui faisait de l'emballage plastique parce que certaines machines d'emballage plastique au sein de la société étaient défectueuses, donc on avait des retards de livraison en permanence, etc. Et puis un des fournisseurs vous dit, tiens, c'est marrant, moi j'ai été à un salon il n'y a pas longtemps aux États-Unis, j'ai vu une nouvelle machine, on n'a pas besoin de ce plastique qui met 4 semaines à arriver, ça marche aussi avec d'autres plastiques qui, eux, peuvent arriver en 2 jours. Donc, on a acheté une première machine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'entreprise n'avait pas eu l'idée. Grâce à ce fournisseur et à cette partie prenante, eh bien, on a fait les choses différemment. Et puis, voilà. Donc, quand on parlait tout à l'heure, je vous disais la notion de disruption, la notion de collaboration, de pistes, etc. C'est aussi de se dire, il faut, et c'est l'objet de cette crise, on va arrêter de penser en circuit fermé. D'accord? On va faire en sorte d'ouvrir, je dirais, ces attentions tant au niveau des parties prenantes, des clients avec qui il faut discuter, et des fournisseurs, parce que tout le monde a des bonnes idées. Et le fait de se dire, on n'est pas les seuls à avoir les mêmes problèmes, on n'est pas les seuls à trouver des idées et on partage, bien écoutez, je pense que c'est la meilleure des pistes. En tout cas, c'est la piste que j'utilise systématiquement chez les clients et force de constater que pour une grande majorité des cas, ça fonctionne. Et Dominique, si je peux me permettre d'ajouter, et c'est une façon aussi de rendre hommage à des gens qui sont en ce moment au turbin, qui sont tout le monde de la santé, on n'aurait jamais imaginé en temps, je veux dire, de paix, pour un service de santé qu'on estimait complètement sclérosé, drivé par le haut, etc., trouve autant de merveilles d'inventivité pour arriver à challenger toutes ces façons de faire, à trouver des nouvelles pièces en imprimante, enfin, en impression 3D, des nouvelles organisations, créer des leads, face appel à des nouveaux fournisseurs pour aller faire des respirateurs. Je crois que c'est PSA qui fait des respirateurs, maintenant c'est Michelin qui fait des masques. C'est un très bel exemple et c'est peut-être une façon de conclure notre webinaire, de se dire aussi que n'importe quel système, du moment qu'il collabore, du moment qu'il comprend l'intérêt supérieur de se transformer, peut y arriver. On n'est pas forcés tous dans nos entreprises de redémarrer en mode aussi crash que ce qu'a fait le domaine de la santé. Mais s'ils sont capables de faire ça, je pense que n'importe qui est capable de trouver des solutions avec des fournisseurs, des clients et d'aller discuter pour trouver la meilleure modalité de sortie. Et je pense qu'il faudra de la discussion. Dominique? Oui, et puis pour compléter ce que tu dis, Florent, regardez l'actualité. Hier, Sanofi et GSK s'associent. Les 2 frères ennemis s'associent. Donc, ça correspond exactement à ce qu'on est en train de se dire. Et ils s'associent pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver des vaccins, des traitements, etc. Vous prenez ça, juste avant le confinement, ils ne se parlaient pas. Voilà, c'est un autre exemple très concret de mutualisation. J'ai une dernière petite chose pendant que j'ai l'opportunité. Je voulais juste remercier Florent et puis EIM parce que c'est quand même beaucoup de travail pour cette organisation de séminaire. Donc, un grand merci à EIM. Merci beaucoup. Merci Dominique. Merci à tous et à bientôt. On publiera ce site pour que vous puissiez éventuellement en parler ou le revoir si vous êtes intéressé. Merci à tous. À très bientôt. Merci.